Développer un search dans son application, dans son website d'une qualité de Google, aujourd'hui, c'est un problème très compliqué qui nécessite beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise différentes. Du hosting, un moteur de recherche, c'est extrêmement consommateur de CPU, de mémoire de disque. Au niveau du tuning de la pertinence, c'est extrêmement compliqué d'avoir une bonne pertinence. Il faut connaître exactement les internals du moteur. Et même au niveau de la UX. Pour avoir une bonne UX, est-ce qu'il vaut mieux utiliser un disjonctif faceting ou un conjonctif faceting? C'est plus compliqué qu'il y paraît. C'est ce problème-là qu'on résout avec un moteur de recherche hosté en tant qu'API. Donc on permet à n'importe quel développeur d'avoir une fonctionnalité de recherche de la qualité de Google dans son API ou dans son site web. Ça permet de développer n'importe quel type de UI. Par exemple, ce site d'e-commerce qui envoie un call d'API à chaque keystroke et on refresh la page complète, y compris les facettes sur la gauche, donc les catégories. Les gros différenciateurs de l'offre, c'est le temps de réponse. On va faire en sorte que la fonctionnalité de recherche, comme vous avez vu, elle soit perçue comme instantanée par l'utilisateur, donc on parle de millisecondes. On va faire en sorte que ça soit le cas de n'importe quel point, ou en tout cas des points les plus importants à l'international. Donc on va répliquer la fonctionnalité de search dans plusieurs points de présence. Et on va faire en sorte que les utilisateurs puissent avoir une bonne pertinence métier, une bonne pertinence textuelle, sans faire de la magie noire avec des poids dans une formule de ranking auxquels ils ne comprennent pas forcément grand-chose. Alors juste quelques chiffres pour vous donner à peu près l'état de l'infrastructure où on est. On a lancé le service en septembre 2013. On a aujourd'hui un peu plus de 1600 clients payants dans plus de 100 pays. On a des milliards d'API calls par mois, à la fois en lecture, donc pour des opérations de recherche, et encore plus en écriture. À chaque fois qu'une donnée change chez un de nos clients, il fait un call d'API pour nous tenir au courant de cette modification de données. On a des clients aussi bien de la start-up jusqu'au grand groupe 440 ou Fortune 100. Et on a une infrastructure qui est aujourd'hui présente dans 15 régions et 36 data centers. Et je vais vous expliquer un petit peu comment on a commencé de la bêta pour en arriver là. On parlait de SLA tout à l'heure dans le talk d'avant. Juste pour vous donner une idée de ce qu'on propose en SLA Entreprise, 1 minute de downtime, on rembourse 1000 minutes. Ça veut dire que si on a 1 heure de panne, on rembourse 1 mois et demi de service. Donc ça, c'est les SLA qu'on peut proposer. Et je vais vous expliquer comment on a fait pour en arriver là et tous les problèmes qu'on a rencontrés. Donc regardons un peu en détail ce que ça veut dire. On est une start-up, on a commencé une bêta privée en mars 2013, et à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose. La haute disponibilité, on y avait pensé, on ne l'avait pas fait. On a commencé avec 2 serveurs dédiés, un en France, un au Canada, chez OVH. Le but de cette bêta, c'était de tester le market fit. On voulait tester que les performances était une value proposition importante pour nos clients. Et donc, on s'est focalisé là-dessus. On a construit un petit MVP pour tester que si on fournit un search qui répond en quelques millisecondes, on va avoir des gens intéressés. On a eu des bêta-testeurs. Et on a eu un bêta-testeur qui s'appelait SocialCam, qui était un gros réseau social à l'époque, avec 130 millions de membres, qui est passé en prod sur cette bêta. On n'était pas spécialement confiants. Une machine, si la machine était morte, il n'y avait plus de service. Mais ils sont quand même passés en production. Et on leur a expliqué, bien sûr, que ce n'était pas fiable, etc. Mais ils étaient tellement contents du résultat qu'ils voulaient passer en production. C'est les premières preuves de market fit pour nous, même si niveau tech, on n'était pas spécialement confiant que ça allait bien se passer. En juin de la même année, on a commencé à mettre en production notre disponibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? On utilise des machines en bare metal. Donc on n'utilise pas de cloud provider, on veut avoir les meilleures perfs possibles, donc on va utiliser des CPU Xeon plutôt en haute fréquence qu'on n'arrive pas à trouver chez des fournisseurs de cloud. Pareil pour les SSD, on va utiliser du haut de gamme, pareil pour la mémoire. Et du coup, on a designé notre haute disponibilité nous-mêmes. Donc ce qu'on fait, c'est quand une opération d'écriture arrive, on va faire un consensus entre 3 machines pour que les machines se mettent d'accord sur l'exécution de ce job, et on va le répliquer sur 3 machines différentes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque API call qu'on va recevoir pour une écriture, on va le répliquer sur les 3 machines de manière exactement identique. Si jamais une des machines tombe, il n'y a aucun impact pour le service. Si 2 machines tombent, on continue à honorer les API calls de search, donc en lecture, mais pas en écriture. Donc on tolère 1 machine en panne pour l'écriture et 2 pour la lecture.
Au niveau des machines, je vous ai mis à chaque fois les caractéristiques qu'on utilisait. On est monté, on a ajusté petit à petit le type de machine qu'on utilisait. Et aujourd'hui, ce qu'on utilise, on va voir, c'est des machines qui ont beaucoup plus de mémoire que ce qu'on avait au début pour la performance. On essaye d'avoir toujours les données en mémoire et toujours avec des CPU haute fréquence. On a lancé le service en septembre 2013. Toujours 2 locations, un seul provider, 3 machines par location. Donc, à cette époque, on parle encore de budget d'infrastructure assez petit, quelques centaines d'euros par mois pour l'infrastructure. Et ce qu'on a essayé de faire à cette époque, c'est faire l'équivalent de ce que font les cloud providers en termes de zone de disponibilité. Donc, on a, avec notre provider, discuté de l'infrastructure du data center pour être sûr que nos machines ne soient pas sur les mêmes routeurs, ne soient pas sur les mêmes power units, pour qu'on minimise la probabilité d'impact et de downtime. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on ne s'est pas reposé sur des load balancers cloud, on a intégré la logique dans nos clients d'API. Nos clients d'API savent qu'il y a 3 copies des données, 3 machines différentes, ils vont essayer d'en contacter une, si jamais il y a un downtime, ils vont essayer sur une autre. Donc on a implémenté tous nos clients d'API dans tous les langages que vous voyez en bas, avec toutes les bonnes stratégies de keep alive, de retry avec des TCP timeout et tout, pour qu'on puisse avoir une stratégie de failover sur une autre machine dans nos clients d'API. En janvier 2014, la première panne du service arrive. À cette époque, on était assez confiant sur tous nos tests, on avait plein de tests unitaires, plein de tests de non-régression, et on s'est dit, c'est bon, une fois que les tests passent, on peut déployer. Forcément, un jour, un bug arrive qui passe tous les tests et qui est déployé en production. Et à ce moment-là, on n'avait pas de rollback automatique. Donc on a déployé en production un bug, et on s'est dit, ah bah oui, il faut vite rollback. Et le rollback, c'était commit le revert, attendre que les machines build et le déployer. Donc on a eu 8 minutes ce jour-là de downtime de l'indexation uniquement. Là, on a des process différents, donc le bug impactait uniquement l'indexation et pas le search. Mais toujours, c'est quelque chose qui a eu un impact. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour résoudre ça? La première chose, c'est d'avoir un rollback automatique. Si on découvre une panne, press button, comme le deploy, et on rollback à la version d'avant. Mais surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à pu deploy sur les 3 machines en même temps. C'est bien d'avoir de la disponibilité, d'avoir 3 réplicas. Si on déploie le même soft sur les 3 machines au même moment, s'il y a un bug, il impacte les 3 machines. C'est bête, mais c'est quelque chose qui, on va le voir, ça se décline à toutes les sauces après. Donc on déploie certains clusters avant d'autres. On a des clusters de test, on a des clusters communautaires. On déploie graduellement, cluster par cluster, et on déploie machine par machine. On ne déploie pas les 3 machines instantanément. Et donc, du coup, quand on déploie une nouvelle version, c'est des choses qui peuvent durer des semaines parce qu'on va étaler les déploiements progressivement. Donc, la première issue, elle est venue du soft, et pas des machines, et pas du réseau. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à automatiser toutes nos installations de machines. On a commencé à avoir beaucoup de machines. Donc, on a tout automatisé, l'installation des machines, l'opération des machines, en utilisant Chef. Tout ça fonctionnait plutôt très bien. On était vraiment content de notre automatisation jusqu'au jour où quelque chose de mal s'est passé. On a eu une typo dans un cookbook. Et là, on a commencé à avoir des machines qui, du coup, prenaient les nouveaux cookbooks, commençaient à killer les services à cause de cette typo. Donc, globalement, on aurait pu, ce jour-là, tuer toutes les machines de la production parce que toutes les machines utilisaient le même cookbook. Donc, c'est bien d'automatiser, mais encore faut-il avoir différents cookbooks sur nos machines. Ce qu'on veut, c'est qu'une typo, un problème, ne puisse pas tuer notre service. Donc on a maintenant différents cookbooks pour que si jamais une erreur arrive dans un cookbook et qu'une machine se met à crasher le service, ça n'impacte qu'une des 3 machines. Donc ça, c'est des petites choses qu'on a appris en automatisant. En fait, tout peut tuer un service, même la couche d'automatisation. Ensuite, un des autres problèmes qu'on a rencontrés, c'est au niveau du DNS. Donc, les machines sont hautement disponibles, on a plusieurs machines, ça fonctionne bien. Notre service, on utilisait un .io au début, algolia.io. On s'est rendu compte que le .io, c'était joli, c'était trendy, mais il y avait énormément de problèmes. D'abord, ils n'ont pas assez de serveurs worldwide. En Asie, les serveurs DNS étaient complètement saturés, donc on avait des temps de résolution DNS qui étaient des fois de 5 secondes. Donc pour une API qui veut être optimisée à la milliseconde, avoir un DNS qui répond 5 secondes, c'est une blague.
Donc on s'est dit, c'est très bien, on va faire comme tous les providers d'infrastructures, on va utiliser un TLD qui est bien distribué, un point net. Et ce jour-là, on a migré en plus sur un nouveau provider DNS qui a plein de belles fonctionnalités, comme la possibilité d'avoir les deux zones qui sont automatiquement synchrones, .io, .net. Donc on a fait énormément de tests pour tester ce provider, pour voir si le DNS marchait bien. Et un jour, hop, on déploie, donc on change la zone DNS pour targeter le nouveau provider DNS. Et là, plein de problèmes arrivent. Les providers DNS, c'est quelque chose qui est super et très compliqué. En fait, il y a plein de manières différentes d'utiliser un DNS en fonction d'est-ce qu'on a un subnet IDNS, en fonction de est-ce que le DNS de notre provider fait une résolution IPv6 en première, IPv4 en deuxième ou vice-versa. Enfin, il y a plein de manières d'avoir une résolution différente. Et en l'occurrence, tous les DNS providers qui faisaient IPv6 puis IPv4 avaient une belle réponse qui leur disait que globalement, il n'y avait rien sur ce domaine. Et donc, tous les DNS qui avaient cette stratégie, globalement, ne pouvaient plus résoudre notre domaine. Donc, on a eu une belle panne ce jour-là, qui a duré quelques heures, le temps de propager les DNS et tout. Enfin, c'est vraiment le scénario catastrophe. Et ça nous a surtout fait réaliser que finalement, on peut être hautement disponible partout, mais le DNS, c'est un gros spof à la fin. Si jamais le DNS est mort, il n'y a plus de service. On peut avoir 10 machines, on peut avoir ce qu'on veut, il n'y a plus de machines. Donc ça nous a introduit à ce moment-là une réflexion sur comment faire en sorte qu'on puisse être hautement disponible aussi au niveau du DNS. En février 2015, on lance plusieurs régions. Donc à ce moment-là, on ouvre pas mal de discussions avec des providers pour avoir plus de régions à l'international. Et on lance un service qui permet de répliquer les données du search dans plusieurs régions. Donc en pratique, si on est utilisateur d'Algolia, on peut dire j'héberge mes données par exemple en France et je veux que mes données soient répliquées dans plusieurs data centers à l'international. Donc avec un call d'API, on envoie les données en France et nous on les réplique dans toutes ces régions. Une fois qu'un utilisateur après du service arrive, donc un client de notre client, on va le rediriger au data center le plus proche pour qu'il ait toujours une réponse en millisecondes, la plus petite possible. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas parlé de panne de data center. C'est quelque chose qui arrive en pratique. On en a eu quelque chose comme 5 ou 6 déjà. La première a été vraiment très pénible. On utilisait un seul provider et il s'est passé un accident de voiture. Une voiture qui est sortie de la route et qui a cassé un fourreau qui contenait 120 fibres optiques et qui a en pratique cassé les connexions entre le Canada et la côte est des États-Unis. Nos serveurs étant tous au Canada à cette époque, on a dû en support expliquer gentiment à nos clients que on n'y pouvait rien, qu'il y avait des fibres de cassées et essayer de communiquer au mieux possible. Ça, c'est gentil. Le problème, c'est que c'est inacceptable pour des clients qui dépendent du search. Si on prend Amazon, Amazon a eu 4 heures de downtime du search. Je vous laisse calculer l'impact en termes de business pour eux. Donc ça veut dire pour nous qu'il fallait absolument avoir une réponse pour ce genre de cas. La réponse, elle n'est pas magique. Un data center, ça peut failer. Un provider, ça peut failer. Si vous êtes sur Amazon et que vous avez 3 zones de disponibilité d'Amazon, s'il y a un route leak sur l'autonome système d'Amazon, vous n'avez plus rien. Et ça arrive. Le dernier date de l'année dernière. Donc il n'y a pas 36 solutions. Il faut plusieurs providers, il faut plusieurs réseaux, plusieurs autonomes systèmes différents pour pouvoir avoir de la haute disponibilité. Donc ce qu'on a commencé à faire sur ces 3 machines, c'est les disperser entre 2 providers différents. Donc 2 data centers différents, 2 réseaux différents, s'assurer qu'il n'y a pas de chemin commun au niveau du réseau entre ces providers pour avoir une meilleure disponibilité. Ça veut dire en pratique que si jamais un data center tombe complètement, le search n'est pas impacté. Donc ça, c'est ce qu'on a commencé à faire sur uniquement nos data centers aux US où on avait le plus de clients en mars 2015. Ensuite, on a parlé du downtime DNS. Donc, comment faire en sorte d'être le plus hautement disponible sur un DNS? À la fin, il n'y a pas de magie, il faut avoir plusieurs providers et plusieurs noms de domaines différents. Donc, ce qu'on a fait, comme on l'a vu, on utilisait nos API clients pour avoir une stratégie de retry. Si jamais notre API client détecte une panne, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réessayer sur une autre machine en utilisant un autre nom de domaine. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a notre nom de domaine algolia.net.
Si jamais on a un problème, on passe sur algolianet.com. Le premier utilise un provider qui s'appelle NS1, le deuxième utilise Cloudflare. Donc comme ça, on est sûr que même si notre provider DNS est mort, même s'il a un gros DDoS, c'est arrivé le mois dernier par exemple, on a un provider, notre premier, qui a eu un énorme DDoS et qui ne pouvait plus répondre au call DNS, et bien automatiquement notre client d'API fallback sur le deuxième. Et donc le service continue de fonctionner. Juste un tout petit peu plus lentement parce qu'on a ce premier TCP timeout qui arrive, mais après on a du keep alive, donc c'est juste à la première requête. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Si on veut vraiment avoir une autre disponibilité la plus parfaite, il faut avoir 3 providers différents, 3 data centers différents, 3 réseaux complètement différents, et avoir les 3 machines qui sont complètement indépendantes. Pourquoi? En pratique, on a des machines qui ont des consensus. Donc ça veut dire que quand j'ai un call d'API en écriture, les machines discutent entre elles et il faut une majorité des machines d'accord pour qu'on puisse faire le call d'API en écriture. Si jamais le data center qui tombe contient 2 machines, ça veut dire qu'on perd toute la possibilité de faire des API calls en écriture. Le search continuera de fonctionner, mais on ne pourra pas faire d'écriture. En ayant 3 providers différents, on permet à la fois d'avoir une haute disponibilité du search, on peut tolérer 2 data centers qui tombent, donc là la probabilité elle commence à être vraiment, vraiment très faible, et surtout au niveau de l'indexation, on peut avoir un data center complet qui tombe, le service n'est pas impacté du tout. Donc même les écritures continuent de fonctionner. Donc ça, c'est des choses qu'on voit en pratique assez régulièrement. À l'échelle où on a des pannes de data center tous les mois. On a 36 data centers différents. Ce n'est pas des choses qui sont de la science-fiction, ça arrive vraiment régulièrement. Et en pratique, nos clients ne sont pas impactés. Donc nous, ça nous permet, quand un data center tombe, de contacter notre provider et de résoudre le problème tranquillement sans avoir la pression de résoudre le problème parce que nos clients sont impactés. Et donc ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 15 régions, 36 data centers. On essaye d'être le plus hautement disponible possible. La dernière chose qui est vraiment importante, c'est tout ce qui est monitoring. Alors on peut avoir l'infrastructure la meilleure possible, on peut essayer d'adresser les millisecondes, on peut essayer de vraiment être orienté perf. Si on n'a pas de monitoring, on est aveugle, on ne sait pas ce qui se passe sur le réseau. Donc le monitoring, il est à plein de niveaux. Bien sûr, on veut savoir si une machine est morte, on veut savoir si un provider est mort, on veut savoir si un DNS est lent, on veut savoir toutes les informations globales au niveau du système. Mais on va jusqu'à monitorer toutes les requêtes indépendantes. Si une requête est lente, on veut le savoir. On veut savoir pourquoi cette requête est lente. Et on va vraiment regarder si c'est un problème qui est lié à la machine, qui est lié au use case, qui est lié à une mauvaise utilisation de l'API. Donc ça, c'est tout ce qu'on va faire au niveau du monitoring. Historiquement, notre monitoring utilisait quelque chose qui était à la minute. Donc on avait une probe qui remontait des informations au système toutes les minutes. Et si on a quelque chose de lent, par exemple une machine, globalement c'est quasiment impossible d'investiguer un problème avec des sondes à la minute. Une requête, c'est quelque chose qui dure 1 seconde maximum. Et en général, ça dure des millisecondes. Si on a des probes à la minute, c'est impossible de corréler l'utilisation du disque, de la mémoire, du CPU à ce moment-là. Ça n'a aucune aide pour l'investigation. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a migré des services plutôt haut niveau qui monitorent les machines à des services comme Wavefront, où on peut pousser autant de métriques qu'on veut à la seconde, et donc du coup, maîtriser la granularité de nos machines. On peut pousser des informations à la seconde sur les machines qu'on veut. Aujourd'hui, on a quelque chose comme 250 000 métriques, et on a à peu près 500 métriques par serveur, et ça nous permet d'investiguer tout type de problème, que ce soit au niveau de la machine, que ce soit au niveau du soft, des settings, et on a beaucoup d'alertes. S'il y a aujourd'hui une requête lente, on a une alerte. Donc le monitoring, c'est vraiment la clé pour avoir un système qui est, où on peut garantir les performances, on peut garantir le SLA, on peut offrir des SLA avec 1000 minutes de refund pour 1 minute de downtime parce qu'on sait mesurer et on sait exactement qu'est-ce qu'on peut avoir. Pour offrir un SLA aujourd'hui de 99,99, on a designé l'infrastructure pour 6.9, donc 99,9999. Ça veut dire quelques secondes de downtime par mois maximum. Donc ça, c'est quelque chose qui nécessite du monitoring à la seconde. On ne peut pas être à la minute et avoir quelques secondes de downtime maximum par mois. Donc ça, c'est un petit peu tout ce qu'on a, les étapes les plus importantes. En pratique, il y en a eu plein sur la route. Les petites choses qui nous ont vraiment aidés en tant que start-up, c'est bien sûr d'y aller en approche MVP.
d'être hyper pragmatique, de commencer avec 2 machines qui coûtaient moins de 100 € par mois, mais de très tôt réfléchir au design de la haute disponibilité. Qu'est-ce qu'on voudrait faire à terme? Ce qui nous a permis pour tous les petits choix intermédiaires le long de la route de garder notre cap et de ne pas faire un choix qui nous empêchait d'aller un jour vers la haute disponibilité. Le tout sans over-engineer. Le but était à tout moment d'itérer vite, de prouver le market fit, et si jamais le market fit n'est pas là, on veut pouvoir itérer, on veut pouvoir pivoter et ne pas tout implémenter en début alors qu'il y a juste un bêta-testeur. Ça n'a pas de sens. Donc vraiment, le seul petit retour d'expérience que je pourrais faire, c'est prendre quelques jours, prendre une semaine, réfléchir à l'infrastructure avec la haute disponibilité très tôt, avant même de lancer le service, et ne rien faire. Surtout pas l'implémenter. Juste avoir une idée de ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont été designées très tôt qu'on n'a même pas encore implémentées aujourd'hui. Si vous voulez avoir plus de détails, on a un post sur Medium qui contient beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'étapes sur tout ce qui a constitué cette API. Donc n'hésitez pas à le regarder. Et si vous avez des questions, attendez que le micro arrive, levez la main et je serai ravi de répondre.